Cette troisième partie des Assises de la montagne, initiée par la Fédération de l'Isère du Parti communiste français, aborde le thème « La montagne pour tous ». Et c'est Laurent Jadot qui en assurera la coordination. S'exprimeront Gilles Rotillon, économiste de l'environnement, professeur émérite de l'Université Paris-Ouest Nanterre, conseiller scientifique du service d'observation et d'études statistiques du ministère de l'Environnement. Emmanuel Briand, ancien directeur de l'Office du tourisme des Hautes-Alpes. Jean-Paul Mauberet, ancien enseignant d'éducation physique et sportive. Et Jérémy Giono, secrétaire de la Fédération de l'Isère du Parti communiste français, qui conclura nos travaux. Et autour de la montagne pour tous, vaste débat avec les enjeux qu'on a dit, avec une partie plus consacrée à la gestion des ressources, et une autre partie consacrée aussi à l'évolution du tourisme sous toutes ses formes, et vraiment à la culture. Alors, Gilles Rotillon, qui est à côté de moi, qui va être le premier intervenant, a des contraintes fortes de temps. Ce que je vous propose, je vais même décaler ma petite introduction pour le laisser parler en premier. Parler de la montagne, mais de façon relativement générale, parce que je vais essayer de tracer un cadre beaucoup plus large dans lequel finalement le problème de la montagne se pose, et il se pose aussi dans d'autres secteurs des territoires, et pas seulement dans le domaine de montagne, même si évidemment il y a des spécificités dans le domaine de montagne. Et deuxième intervention préliminaire, je vais vous apporter absolument aucune solution. Il faut se méfier des gens qui vous apportent des solutions, aussi experts soient-ils. Les solutions, elles viendront de l'effort de tous, de la coordination de chacun d'entre nous. Ce n'est pas un individu qui peut prétendre apporter une solution, quelle qu'elle soit. Fut-il, pour prendre un exemple célèbre, Jean-Marc Jancovici dans le domaine de l'énergie, qui est certes un brillant scientifique, un brillant expert, mais qui à lui tout seul n'a absolument pas la vérité à révéler, et dans des positions peut-être qu'il a fait discuter de façon très sérieuse. Donc, je ne me place pas du tout sur ce terrain-là, je vais plutôt me placer sur un cadre très très général. Et la première chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut bien prendre conscience que le monde entier, pas seulement la montagne, mais pas seulement la France, pas seulement l'Europe, le monde entier, qui est un monde capitaliste dans sa mondialisation maximale, est en train de subir une quadruple crise extrêmement forte qui contraint énormément de choses. Alors, je vais rapidement développer un petit peu sur cette quadruple crise, qui est une crise qui est à la fois économique, sociale, environnementale et anthropologique. Alors sur le versant économique, et c'est tout à fait fondamental, puisque l'économie aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, a un poids très important sur la majorité de la communauté, puisque ce qui est le marqueur principal de cette crise économique, c'est que les gains de productivité ont baissé de façon très importante depuis au moins 15 ans. Et pour donner un ordre de grandeur, ils sont autour actuellement de 1%, alors que dans la période 45-70, par exemple, c'était entre 5 et 6%. Ce qui veut dire moins de gains de productivité, veut dire plus de difficultés à rentabiliser des capitaux qui cherchent à s'investir pour avoir une rentabilité minimale. Or, des capitaux qui cherchent à s'investir, il y en a des milliards de dollars qui sont en déshérence et qui cherchent absolument des secteurs où ils puissent rentabiliser leur mise. Alors, ça laisse deux possibilités, il y a deux solutions possibles à ce problème-là pour le capitalisme, j'entends. Première possibilité, une extension géographique, c'est-à-dire développer le capitalisme dans des zones où il n'est pas encore trop développé. Dans le monde, il n'y en a qu'une, c'est l'Afrique. L'Afrique est encore un territoire qui n'est pas complètement capitaliste, et ce n'est pas un hasard si l'Afrique aujourd'hui est le terrain d'affrontement de la Chine et des USA notamment, qui se disputent les terres, les ressources, etc., etc. Donc la Chine, l'Afrique est le territoire dans lequel il y a encore un petit espoir pour le capitalisme de trouver matière à rentabilité. Petite parenthèse, on peut voir la situation de l'Ukraine comme aussi un effet de cette nécessité d'extension géographique. La Russie n'a pas d'autres moyens, je viendrai sur la deuxième solution possible pour le capitalisme, qui est
fermée pour la Russie n'a pas d'autre moyen que l'extension géographique, et il se trouve, de par son histoire, qu'elle possède une ressource phénoménale par rapport à sa puissance économique, c'est une capacité d'armement totalement disproportionnée. Bon, vous mettez les deux ensemble, nécessité de s'étendre géographiquement pour que le capitalisme russe se développe, et puis moyens militaires hors normes, et là on commence par, d'abord ça a été la Crimée, puis maintenant c'est l'Ukraine, là où c'est possible, là où elle peut utiliser des moyens sans trop bouleverser pour l'instant l'équilibre du monde, même si ça commence à la ruer vraiment dans les brancards. Donc je ferme la parenthèse sur l'Ukraine, c'est une des raisons qui fait que la Russie se développait cette guerre en Ukraine. Alors, deuxième grande orientation possible pour pallier précisément le problème de la baisse des gains de rentabilité, donc développer des nouveaux secteurs qui n'étaient pas capitalistes. Alors il y en a 4 principaux. Bon, il y a l'éducation, qui est de plus en plus soumise à la recherche des gains privés à travers le développement de l'éducation privée sous plein de formes. Il y a le vivant, le brevetage des gènes, le Covid a montré la puissance des compagnies pharmaceutiques qui développent des vaccins et qui ont des boulevards pour pouvoir précisément rentabiliser des capitaux très importants. Souvent sur la base de recherche qui ont été payées par le public. C'est les universités qui étudient les molécules, etc. Mais on ne sait pas encore ce que ça peut donner parce que la rentabilité n'est pas du tout faite. Et puis une fois qu'on a commencé à trouver dans le public les pistes de recherche intéressantes, le privé arrive et puis la plupart, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, les pertes c'est pour le public qui développe des recherches à fond perdu, et puis quand ça marche, c'est le privé s'en empare, et en l'occurrence les compagnies ne troisième grand secteur, les données personnelles. Donc, les réseaux sociaux, chacun de nous travaille gratuitement pour les grands opérateurs dans ces domaines-là. Dès que vous cliquez sur Internet et vous remplissez quoi que ce soit, même quand vous dites, par exemple, je ne suis pas un robot, que vous répondez à la question, je ne suis pas un robot, vous travaillez pour mettre en point ChatGPT, pour permettre à Amazon de faire des publicités plus ciblées, etc. Donc c'est du travail gratuit qui est récupéré au travers donc, de tous les clics qu'on fait dans nos vies, à travers les matériaux, les outils qu'on possède. Quatrième grand secteur, les loisirs, qui deviennent de plus en plus marchands. Et là, la montagne est vraiment un des secteurs où le loisir est très important, puisque une grande ressource de la montagne, c'est le tourisme qui, pour une part, est un tourisme actif à travers un certain nombre de loisirs, dont le ski évidemment. Donc ça, c'est les 4 grands secteurs dans lesquels le capitalisme essaie de trouver une issue de secours. Et pour l'instant, ça marche. Pour l'instant, il arrive effectivement dans ces secteurs-là à avoir des taux de rentabilité qui permettent de continuer un petit peu. Deuxième part de la crise environnementale, ça je ne vais pas développer très longtemps, mais ça veut évidemment aussi bien que moi. Simplement, en montagne, c'est peut-être le territoire en Europe, en France mais aussi en Europe, où c'est le plus évident, le plus visible. Ça touche évidemment les domaines de loisirs, avec les glaciers qui fondent, avec les chutes de pierre, l'agropastoralisme, avec des terres qui deviennent cultivables, avec des ressources en eau qui diminuent, la forêt qui subit les chaleurs d'une part, mais pas seulement les chaleurs, il en a parlé un tout petit peu ce matin, il y a des parasites minéraux qui apparaissent et qui menacent, par exemple, l'épicéa est condamné. Il y a un parasite qui est en train de... On sait que l'épicéa, ça va être terminé. Donc, ce qui pose des contraintes nouvelles, évidemment, sur la gestion de la forêt. Pour ce qui concerne la dimension sociale de la crise, c'est la transformation du rapport au travail. Le travail subit des bouleversements tout à fait importants. Alors, j'en liste quelques-uns. D'abord, il y a une perte de sens de beaucoup de travaux pour beaucoup de gens qui considèrent que le travail qu'on est jusqu'à présent devient un travail dont ils ne perçoivent plus du tout la finalité, dans lequel ils ne s'épanouissent pas du tout, et donc du coup, qu'il est plus soit faire des burn-out, soit essayer de trouver une porte de sortie.
Il y a le fait que la façon dont le travail est rémunéré se transforme aussi assez sérieusement. Alors le salariat reste encore la dimension principale de la rémunération du travail, mais se développent à côté des formes nouvelles qui pèsent évidemment sur la façon dont le travail est rémunérateur, les formes de luxe et d'ubérisation. On transforme les individus non pas en salariés, mais en travailleurs soi-disant indépendants, alors qu'ils sont totalement dépendants des donneurs d'ordre. Et donc, en réalité, c'est de la fausse liberté, bien évidemment, et souvent même avec des contraintes. Prenez un chauffeur Uber, le chauffeur Uber il est obligé d'acheter une belle voiture, parce que sinon, le client ne va pas être content. Il est obligé de s'acheter un costard, parce qu'il ne faut pas qu'il soit en jean pour la même raison, puisqu'il est noté après par le client, qui en l'occurrence joue le rôle de Uber en imposant finalement une discipline à la force de travail. Il offre de l'eau quand il fait chaud, des fleurs à une femme, etc., etc. Il y a des coûts supplémentaires qui sont évidemment pas du tout pris en charge par le donneur d'ordre, qui fait que, et il fait évidemment 80 heures par semaine, hein, s'il va avoir un salaire, un revenu normal, cohérent. Donc, l'ubérisation est une des formes sous lesquelles le salariat est grignoté par un tout. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le retour de plus en plus du travail à la tâche. On n'est plus payé pendant une dimension de temps donnée, on est payé à la tâche, en fonction de ce qu'on fait. Ça, c'est au XIXe siècle que c'était la norme. On retourne vraiment de façon impressionnante à une forme d'organisation du travail qui était totalement dépassée et qui aujourd'hui devient, qui grignote là aussi de plus en plus les formes dont on avait l'habitude depuis des décennies maintenant. Il y a aussi, on a parlé, le travail qui est invisibilisé. Il y a des centaines de milliers de travailleurs qu'on ne connaît même pas l'existence. Alors, je pense que pour vous, là, c'est pas vraiment le cas, mais prenez par exemple ce qu'on appelle les travailleurs du clic. C'est des gens qui sont alors, en Asie, en Indonésie, à Madagascar, en Amérique latine, etc., dont le boulot est de cliquer sur des batteries de téléphone, devant eux, et ils reçoivent des informations sur, par exemple, prenez le ChatGPT. ChatGPT développe un logiciel qui permet de reconnaître plein de trucs. Ça marche parce qu'il y a des gens qui l'ont informé de qu'est-ce que c'était un chat, qu'est-ce que c'était un signal, un réseau routier, qu'est-ce que c'était un signal d'un feu rouge, un truc comme ça, qu'est-ce que c'était qu'une voiture, etc., etc. Et qui dénonce aussi les contenus pornographiques ou extrémistes, enfin, un domaine, etc. Et ces gens-là sont payés, alors Madagascar, c'est 0,006 centimes le clic. Imaginez combien il faut une journée pour pouvoir avoir un revenu décent. Donc, ces travailleurs-là, encore une fois, c'est des centaines de milliers de personnes. Et ils sont dans un domaine qu'on vante aujourd'hui comme une des possibilités d'ouverture d'un nouveau qui est l'informatisation miraculeuse qui va nous sortir des situations dans lesquelles l'informatisation de haut niveau ne fonctionne que grâce à eux. Comme les éboueurs, la société fonctionne parce qu'il y a des éboueurs et parce qu'il y a tout un tas de travaux dans la logistique qui permettent d'acheminer les différents biens et qui ne pourraient pas se produire s'il n'y avait pas ces gens-là qui touchent en général des très mauvais salaires, des très mauvaises conditions de travail. Bon. Donc toute cette dimension de travail de mauvaise qualité, ce que David Graeber, un sociologue, anthropologue, qualifiait de bullshit job, boulot de merde, voilà, c'est le genre de truc qui se développe de plus en plus. Il y a aussi, encore pire, des hommes inutiles, et qui sont là aussi, qui se comptent par centaines de milliers. C'est-à-dire des individus qui ne sont plus employables par qui que ce soit, qui n'ont d'autre solution que soit de se laisser, comment dire, d'être dépendants d'un système de protection sociale dans les pays riches, mais qui faillit de plus en plus, on rogne sur la protection sociale, soit qui ont un réseau familial dans les pays pauvres qui permet, quand on devient vieux, d'être entretenu si on a la famille, en
l'occurrence, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc ces hommes inutiles sont totalement incapables de retourner dans le système économique classique dans lequel ils fonctionnaient, on pouvait fonctionner. Donc c'est plus marginal, encore une fois, ça devient quelque chose de très important. Et puis donc, d'une manière beaucoup plus générale, il y a une précarisation des conditions de travail liées à des managements violents, toujours en tête France Télécom, qui a conduit au suicide pas mal de travailleurs, et puis c'est pas la seule entreprise qui fonctionne dans ce domaine-là, plus une remise en cause des protections sociales, soit l'assurance chômage, soit la sécurité sociale, avec le refus de rembourser un certain nombre de médicaments, l'augmentation des franchises, etc., etc. Donc, les conditions dans lesquelles on travaille aujourd'hui dans la société se constituent sont de plus en plus dégradées. Quatrième dimension de la crise anthropologique, d'une part, les moyens humains, les humains sont considérés de plus en plus comme des moyens, pas comme des humains. Ils sont utiles pour des besoins donnés, qui sont des besoins liés à finalement l'accumulation du capital. Donc, ils perdent leur dimension humaine, ce qui compte, c'est pourquoi ils vont servir dans un processus productif donné. La deuxième chose, c'est aussi la transformation des personnalités de façon forte. Aujourd'hui, ce qui domine dans les cabinets de psy depuis quelques dizaines d'années, 20 ans en gros, c'est le narcissisme. Le narcissisme, ça n'existait quasiment pas dans les années 1950, 60, et puis avant. C'était des névroses, des psychoses tout à fait différentes. Le narcissisme, donc le retour complet sur soi, qui déforme, on parle d'individualisme, mais c'est une forme extrémiste de l'individualisme. Le narcissisme, c'est devenu une modification de personnalité qui est maintenant hyper répandue dans le monde industrialisé, dans le monde occidental au sens large. Donc ça veut dire des personnalités qui changent complètement, évidemment, qui ont rapport aux autres forcément réduit. À partir du moment où on se préoccupe plus que de sa propre personne dans toutes les dimensions, on ne peut pas avoir un rapport aux autres qui soit émancipateur, ni pour soi-même, ni pour les autres. Alors, ce narcissisme, il se traduit, y compris de plus haut niveau. Trump, un narcissisme parfait, Milei en Argentine, Macron en France, c'est des parfaits exemples de narcissisme. Et donc, autrement dit, c'est pas seulement les niveaux des individus lambda dans la population générale, c'est même le plus haut niveau d'un certain nombre d'États. On a aussi ce type de personnalité. Alors, donc, ce schéma général d'une crise multidimensionnelle, donc, elle touche encore une fois tous les secteurs, tous les territoires, donc pas seulement la montagne, mais évidemment, en montagne, elle a des caractéristiques qui sont bien exacerbées, qui rendent les choses encore plus compliquées. Alors, voilà, d'abord, il y a l'histoire de la façon dont la montagne s'est développée, c'est la montagne des populations, l'industrie qui a pratiquement disparu, fortement réduite, qui est à l'état d'aujourd'hui. Il suffit de faire cavaler Vivet, et Claveau, etc. Où avant il y avait des grosses entreprises technologiques qui n'avaient du tout, et puis c'est pas la seule, évidemment. L'Argentière, la BC, il y avait aussi des industries, et puis l'industrie du tout. Bref, l'industrie en montagne évidemment apporte des parts très très importantes. Le tourisme se développe encore, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Le tourisme est justement un des domaines où les gains de productivité sont extrêmement difficiles à obtenir. Vous prenez un guide de montagne, il ne peut pas emmener plus de 3 personnes sur une plante pour faire une voile. Il ne peut pas augmenter sa productivité au-delà de le taux d'encadrement est forcément limité. Vous est séparé de toutes les activités de service. Et vous ne pouvez pas, un guichet, un fonctionnaire d'un guichet, il peut réduire en maximum la durée, mais il ne peut pas y avoir 2 personnes en face de lui, il n'y aura qu'une personne en face de lui. Donc, l'augmentation de la productivité peut être forcément limitée. Donc, les gains de productivité sont plus durs. Les services publics, fondamentaux, on en a parlé ce matin, et c'est crucial évidemment, ils sont objectivement plus difficiles à organiser. Là, c'est l'aménagement du territoire. La montagne, c'est un territoire compliqué avec des bosses et des creux, et donc vous ne pouvez pas mettre les services publics n'importe où.
Donc forcément, il y a des déplacements pour aller d'un service public à l'autre. Rajoutez à ça qu'au niveau de l'Internet, il y a des zones blanches dans lesquelles on n'a pas accès à l'Internet. J'ai fait 40 ans de ski aux ors, le téléphone aux ors, ça fonctionne vraiment très très difficilement. Il faut se déplacer, bouger, voilà, j'ai un truc. Bon, il y a des zones comme ça. Bon, conclusion, comme les services publics ont tendance à de plus en plus devenir Internet, ce qui entraîne des fractures numériques évidemment très importantes, bah, ça touche encore plus la montagne, puisque l'Internet fonctionne moins bien en montagne. Donc, tout ça pour dire que l'aménagement du territoire est plus coûteux aussi, parce qu'il faut faire des travaux, mettre des ponts, des tunnels, des terrassements, etc., qui de toute façon sont plus coûteux. Ce qui veut dire que l'organisation du territoire de la montagne, il est forcément plus coûteux. On ne peut pas le faire payer à l'habitant en montagne, il faut forcément que ce soit pris en charge au niveau de la collectivité. Sinon, évidemment, les gens ne vont pas pouvoir aller en montagne parce que tout simplement, c'est beaucoup plus cher qu'ailleurs, et seuls les riches pourraient aller en montagne à ce moment-là. Donc il faut que l'État prenne en charge, évidemment, les surcoûts qui sont dus à l'organisation. Ce qu'il fait pour l'instant, c'est plutôt tendance à précisément retirer des cliniques, retirer des écoles, retirer des postes, retirer des gendarmeries, plutôt qu'au contraire, en mettre davantage et puis penser les organisations, le réseau entre ces différents services publics. Donc on est dans une situation où les services publics sont rurales, alors qu'au contraire, il faudrait les développer, mais ça a un coût et il faudra que le coût soit pris par la collectivité. Sinon, évidemment, ça ne peut pas marcher. Alors, un mot sur le changement climatique et les contraintes que ça implique sur la montagne. Il faut bien avoir deux chiffres qui sont tout à fait significatifs du problème. Vous savez qu'il y a un objectif qui est de ne pas dépasser 2 degrés à l'horizon 2100. Ça a été acté à Paris. Ils ont dit si possible 1,5, personne n'y croit. Même 2 degrés en réalité, puis personne n'y croit vraiment. Mais enfin bon, admettons, c'est 2 degrés. Pour ça, il ne faut pas émettre plus d'un certain nombre de quantité de carbone. Les scientifiques, le rapport du GIEC et tout estiment qu'il ne faudrait pas émettre plus de 800 gigatonnes, c'est 1 milliard de tonnes de carbone, en plus de ce qu'on a déjà émis. Ça paraît un rapport comme ça, 800 milliards de tonnes de carbone, ça correspond à quoi? Il faut savoir que chaque année, aujourd'hui, dans le monde, on émet 42 milliards de tonnes. Vous faites la division, ça fait 20 ans. C'est-à-dire que dans 20 ans, on aura épuisé la totalité du carbone qu'il faudrait émettre pour qu'en l'an 2100, c'est-à-dire 60 ans après, parce que 20 ans c'est 2040, 60 ans plus tard, on n'ait pas dépassé les 2 degrés alors qu'on aura déjà atteint la limite en 2040. Ce qui veut dire que dans tous les discours officiels, ils parlent de 2050. En 2050, on dit non, c'est trop tard. 2050, c'est déjà raté. Donc, ça veut dire que la contrainte de temps, elle est incroyablement réduite. Et qu'on l'a gaspillé depuis au moins 20 ans, parce qu'en fait, les émissions augmentent depuis 20 ans. Donc, plutôt que évidemment d'essayer de réduire, alors maintenant, on dit qu'il faut s'adapter. Bah oui, le fait qu'il faut s'adapter, c'est le résultat du fait qu'on n'a rien fait avant. En fait, il aurait fallu commencer à réduire. Quand on a pris conscience du problème, c'est en fait en 92. Vraiment, à Rio, il a été mis en avant que ça commençait à y avoir un problème, donc ça fait 30 ans. Et là, non seulement on n'a rien fait, mais on a continué à accélérer la dégradation de l'atmosphère qui entraîne un changement climatique. Et maintenant, on dit, bah oui, maintenant, il faut s'adapter. Bon, on a même le ministre de l'Environnement qui a dit qu'il faut s'adapter à 4 degrés. C'est totalement invraisemblable. 4 degrés sur l'échelle humaine, c'est pas une vie. Vraiment, dans les conditions. Alors en montagne, ça entraîne une contrainte évidemment hyper forte. Le fait que dans un lac, dans 20 ans, on aura atteint un niveau de concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui sera limité, et puis on va continuer, parce que ça va s'arrêter dans 20 ans, faut pas rêver. Donc, il y aura donc des conséquences évidemment très importantes sur les conditions en montagne, alors, sur le tourisme évidemment, le ski, tout le monde sait que les stations de basse altitude sont condamnées,
Mais il n'y a pas que les stations de basse altitude qui vont souffrir. Et prenons un exemple très simple, Chamonix, les stations de basse altitude, c'est à 1000 mètres, mais le ski ça fait beaucoup plus haut. L'aiguille du Midi est en train de se fissurer de partout. Il y a des travaux tout le temps avec l'aiguille du Midi, la ceinture avec des câbles, ils coupent des tonnes de béton pour boucher les fissures, pour essayer que ça tienne encore. Ce qui veut dire que si l'aiguille du Midi, au bout d'un moment, devient tellement très hausse que le téléphérique c'est plus envisageable, là c'est pas le nombre de neige qui va poser un problème, parce que la vallée blanche elle a encore un peu de neige pendant un certain temps. Mais en l'occurrence, c'est l'activité touristique qui est liée autour du téléphérique qui va disparaître. La mer de glace, si vous avez vu l'état actuel, moi ça fait 60 ans que je fais de l'alpinisme, donc j'ai connu la mer de glace dans des conditions. Je suis sidéré de la façon. Avant on descendait les 100 mètres, on était sur la mer de glace avec des échelles. Maintenant on fait 300 mètres pour descendre sur la mer de glace et elle continue à reculer. Alors, autrement dit, le tourisme prend une forme différente ici. Alors, c'est une forme d'ailleurs tout à fait qui m'impressionne énormément. J'ai entendu l'autre jour un truc là-dessus sur la mer de glace. Ils nous expliquaient qu'ils font de la communication pour dire aux gens venez voir la mer de glace avant qu'elle soit plus là. Ça devient, la disparition devient un moyen d'attirer des clientèles nouvelles. Vous n'avez pas connu la mer de glace, mais elle existe encore un peu, donc dépêchez-vous de venir parce que dans le temps elle n'existera plus. C'est d'un cynisme extraordinaire. Et je suis à peu près persuadé qu'il sera pareil à l'aiguille du Midi. Quand l'aiguille du Midi sera écoulée, ou quand le Dru sera écoulé, parce que le Dru s'écoulera, eh bien, on pourra dire venez voir comment, on aura une carte postale du Dru, on dire venez voir comment c'était avant que. Et les gens viendront non pas pour voir le Dru, pour voir ce que c'est devenu depuis la disparition du Dru. C'est-à-dire faire du commerce à partir de la dégradation de l'environnement, c'est quand même le sommet du cynisme en l'occurrence. Alors le problème, c'est que puisque le ski est quand même l'activité majeure, si le ski disparaît, c'est quand même l'écosystème économique des activités de montagne en prend plus qu'un sacrifice. Le problème, c'est que, peut-être, moi je ne vois absolument pas aucune substitution possible. C'est-à-dire qu'il fasse l'équivalent en termes d'apport économique à travers les millions de gens qui peuvent faire du ski dans les montagnes. Par quoi on peut remplacer ça pour que, sinon les mêmes, d'autres millions de gens viennent faire du VTT, l'escalade, du parapente, etc. La ferrata, les parcours acrobatiques dans les arbres, les premiers enfants des arbres. C'est pas pensable. Pour moi, ça me paraît inimaginable qu'on puisse remplacer le ski avec la dimension que ça représente en termes de population par une activité équivalente, qui devra même des activités dont la cohabitation ferait que ça entraînerait la même chose au niveau du ski. Donc le ski, je pense que c'est une activité qui va évidemment, puisqu'elle va disparaître en grande partie, et pas seulement d'ailleurs au niveau du tourisme. Si vous avez, moi je suis un peu chez les compétitions de ski professionnelles, cette année il y a eu une annulation de plein de compétitions en descente, c'est une sur deux, je crois qu'on a été annulées, parce que les conditions ne permettent plus de faire et quand vous voyez celles qui fonctionnent encore, dans des stations, il y a un ruban de neige et la terre de deux côtés. Et ça coûte évidemment très cher, parce qu'il faut ramasser la neige, il faut la traiter, etc. Et puis ailleurs, c'est de la terre. Et on fait le ski sur des pistes qui ne peuvent plus servir qu'à la compétition pendant un laps de temps très court, parce qu'après, la danse est terminée. Donc, je vois très bien par quoi on va remplacer tout ça. Alors, la difficulté par rapport à ça, c'est que, justement, c'est extrêmement difficile de penser une organisation du monde qui soit pas celle dans laquelle on est. Par quoi changer? Alors, je donne un exemple. Il y a une émission extraordinaire qui s'appelle N'oubliez pas les parents, France 2. C'est une émission qui défend, chacun comme le peut, des valeurs écologiques. Faire attention aux petites bêtes, faire attention à la nature, il faut applaudir les gens. Chacun qu'il y en a qui dit de faire un don à une association qui a pour objectif, bon.
Pour ceux qui ne connaissent pas, dans cette émission, par émission, si vous allez gagner une journée, la somme c'est 20 000 euros. Vous pouvez en une émission gagner 20 000 euros. Ça cumule, tant que vous n'êtes pas éliminé, la championne elle est à 530 000 euros. Elle a gagné 530 000 euros à ces émissions, c'est quand même pas des sommes négligeables. Et d'ailleurs, les gens aujourd'hui passent des années à apprendre par cœur des chansons. Il faut apprendre par cœur des chansons. Ils connaissent 1000 chansons par cœur. Et ils bossent. Ils ont des programmes. René explique, oui, là, de telle heure à telle heure, tous les jours, j'apprends des chansons. Et ça paye. Ceux qui donnent, ça paye. C'est-à-dire, tous ceux qui ont gagné des grosses sommes, ils bossent plus. Ils engrangent, ils se sont achetés des trucs, ils participent à des tournois de champions qui chaque année leur permettent de gagner. Ils gagnent beaucoup plus qu'un salaire moyen par an, beaucoup plus. Donc, du coup, ça attire beaucoup de monde. Alors, chaque fois, on leur demande, à tout nouveau candidat, si vous gagnez 20 000 euros, qu'est-ce que vous allez faire? Et bien, 8 fois sur 10, la réponse, c'est un voyage. Et un voyage au bout du monde, évidemment. Et là, l'animateur dit, mais on compensera les émissions d'argent. Tout à fait. Ça veut dire que dans l'imaginaire des gens, on ne peut pas aujourd'hui en France dire bah, les voyages au lointain c'est terminé, c'est pas possible. On ne peut pas. Parce que le rêve des gens c'est de faire des voyages au lointain. Dans l'immense majorité de la population, et la population qui vient à nous les paroles, c'est pas des CSP+, en général, c'est des populations, il y a des chauffeurs routiers, il y a des livreurs, il y a des gens, il y a des professeurs, c'est jamais le grand bourgeois qui vient n'oublie pas les paroles, évidemment. C'est des gens qui ont un niveau de vie au milieu correct. Donc le rêve, malgré tout, c'est faire un bon voyage. Donc ce qui veut dire que la modification du fonctionnement de la société, en imaginant autre chose que la façon dont elle fonctionne, ben, c'est loin d'être année. Alors moi je le dis d'une façon brutale. Je dis que tant qu'extraire une tonne, tant qu'extraire un baril de pétrole, émettre une tonne de charbon, de carbone, ou licencier un travailleur selon rentable, le baril sera extrait, la tonne sera émise et le travailleur sera licencié. C'est que tant que le capitalisme existe comme il fonctionne, il ne faut pas rêver. On ira au bout de l'extraction de la dernière quantité de charbon disponible, du dernier baril disponible, et de la pression sur le travail le maximum possible. Le débat qu'il y a eu en France sur les retraites est un merveilleux exemple de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On a imposé l'augmentation de la durée du travail sur la vie. Pour un certain nombre de gens, on se souvient déjà du travail, parce que ceux qui n'en ont pas, le reste n'est pas en avoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, parce qu'on l'a fait sans du tout poser la question, mais à quoi sert ce travail supplémentaire qu'on impose aux gens? C'est quel que soit le boulot que vous faites, vous allez travailler 2 ans de plus. Pourquoi? Très simplement, parce qu'il n'y a que 2 façons d'obtenir des gains supplémentaires pour le capital. Il y a la première façon, augmenter l'intensification du travail. Et les gens plus forts. C'est plus possible, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la crise du travail. Les gens sont à bout de force, ne peuvent plus. Donc, augmenter des cadences et tout, ça entraîne le burn-out, ça entraîne le management moderne, c'est impossible. Ça veut dire impossible. Deuxième solution, augmenter le temps global de travail. Et c'est la solution qui a été proposée et finalement mise en œuvre. Mais ça, si vous lisez le chapitre 8 du Capital de Marx, sur la législation du temps de travail, vous revivez le débat qui avait lieu en 1848. C'est-à-dire qu'on est retourné plus d'un siècle en arrière. La façon dont on aborde le travail aujourd'hui, dont on est très sûr, c'est ce qu'on faisait il y a 150 ans. C'est réactionnaire au sens le plus direct du mot. Seulement politiquement, c'est réactionnaire parce qu'on revient à une gestion du travail qui est plus de l'époque, alors que la tendance était la diminution globale du temps de travail sur la vie, et bien on est en train de faire la marche arrière. Alors, je termine par une citation de Marx, la première phrase du Capital. Et en même temps, la citation va me permettre de déboucher sur une préconisation, si je puis dire.
la première phrase du Capital, c'est la suivante. La richesse de société dans laquelle règne le mode de production capitaliste apparaît comme une gigantesque collection de marchandises. Je pense que quand Marx écrivait ça, il ne pouvait pas avoir d'idée de à quel point la marchandise s'était développée dans tous les domaines. Aujourd'hui, la gigantesque collection de marchandises, elle est bien au-delà de celle que Marx pouvait avoir sous les yeux. Elle touche l'immatériel, elle touche l'imaginaire. Qu'est-ce que c'est que les réseaux virtuels à travers les métavers, etc., qu'une marchandisation imaginaire? Tout est marchandisation. Et c'est comme ça que le capitalisme se développe, c'est comme ça qu'il fait. Parce qu'une fois qu'on a produit dans le capitalisme, ça ne suffit pas, il faut vendre. C'est ce que Marx appelle le saut périlleux de la marchandise. Si vous ne vendez pas, c'est que vous avez produit pour rien. Et votre travail ne servira à rien. Donc il faut vendre. Pour vendre dans le système capitaliste, il faut que ce soit une marchandise. Et pour que ce soit une marchandise, eh bien, il faut qu'il y ait suffisamment de gens qui aient la capacité d'acquérir ces marchandises. Et donc, c'est pour ça qu'on développe les marchandises dans tous les domaines, mettant le champ de la marchandise. Mais du coup, ça donne aussi l'orientation qu'il faut suivre pour lutter contre ça. Il faut lutter contre tout ce qui est marchand. Résister à tout ce qu'on marchandise de nouveau. Continuer à... c'est une lutte négative, évidemment, défensive, mais fondamentale, parce que plus ça va, plus le réseau de la marchandise s'étend absolument à tous les domaines. Je vous dis, je comprends, l'économique, l'environnement de la marchandise, évidemment, les quotas carbone, etc. Le social, le travail de toute marchandise depuis très très longtemps, et l'anthropologie, les êtres humains deviennent des marchandises, y compris dans leur imaginaire. Donc, contre ça, il faut absolument dire non. Et la première orientation à prendre pour moi, c'est précisément de s'organiser pour lutter contre l'extension de la marchandise à tous les secteurs. Et en particulier dans les secteurs où elle n'avait pas ici le lieu d'être, où elle n'existait pas. Donc les nouveaux secteurs que le capitalisme essaie de développer pour pouvoir répondre à ces défis. Bon, là, je vais m'arrêter là parce que d'abord, il y a quand même un temps de train. Je vais commencer à savoir une belle introduction, merci, sur cette question de la montagne pour tous. Alors, comme je l'ai dit, il y avait une partie vraiment sur la question des ressources, des enjeux, et une partie sur toutes les questions qui ont été posées. Alors, il y a pas beaucoup de réponses, mais en tout cas, son intervention nous invite à aller vraiment chercher loin et sans tabou. Donc, la montagne pour tous, c'est un slogan, après ce qu'il vient de dire, qui peut paraître d'emblée assez contradictoire avec les enjeux environnementaux et climatiques. Parce que ce tourisme dit de masse est souvent présenté comme incompatible avec ces enjeux-là. On parle de la surfréquentation, suréquipement, l'urbanisation de sites souvent déjà fragiles. C'est en effet une question incontournable, comme est la question de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier de l'eau. Mais nous, on doit se poser la question, mais alors quoi? Est-ce qu'on doit donc se résoudre à laisser la montagne, ses loisirs, ses bienfaits, réservés à quelques privilégiés? Notre engagement, bien entendu, ne peut pas se résoudre à cela. À l'inverse de la course au profit, du rabougrissement des loisirs montagnards aux quelques stations de haute montagne, toujours plus sous-équipées, toujours plus gourmandes en ressources et toujours plus éloignées des populations locales. Au contraire de ça, pouvons-nous penser une montagne dont ses bienfaits seraient accessibles au plus grand nombre de façon respectueuse de la nature et au bénéfice des habitants? On voit que le sujet est vaste. L'exemple du projet Tony Parker, qui est, comme l'a dit François, qui nous avait amené à entamer cette réflexion, illustre parfaitement cet ensemble de contradictions. On l'a dit, la moyenne montagne est la première impactée par tous ces enjeux. Les difficultés dues au manque d'enneigement, mais beaucoup de stations et de collectivités ont de grosses difficultés, les fermetures ont commencé, vont se multiplier dans les années à venir. Il est donc évident qu'il faut repenser l'activité montagnarde et anticiper les mutations. Il serait irresponsable de simplement laisser la catastrophe advenir et de laisser faire de ces zones des déserts.
Nous sommes pour notre part persuadés que la montagne, dans toute sa diversité, a énormément apporté, non seulement à ses habitants, mais à tous les citoyens. Loisirs, découverte de la nature, bien-être et santé. Et pour cela, il faut penser à un accès démocratique et des 4 saisons. Et s'appuyer notamment, ça va être un des enjeux de ce débat après-midi, sur la tradition du tourisme social et éducatif. Là aussi, les constats sont criants. Entre les années 90 et 2000, et dans le Vercors, c'est une 50aine de centres de vacances qui ont fermé ou changé de destination. Quand on se souvient des bienfaits qu'ont apporté ces structures sous l'impulsion de communes volontaristes, de comités d'entreprise, de mouvements d'éducation populaire, dans une France qui était pourtant exsangue à la libération, des millions d'enfants allaient découvrir la montagne, se ressourcer, se refaire une santé. À l'époque, juste après-guerre, ces séjours étaient très largement cofinancés par l'État, à travers notamment les caisses d'associations familiales. Ils sont maintenant souvent dans une logique de marché, comme ça vient d'être dit, et inaccessibles à une grande partie de la population. Nous avons l'ambition de les relancer avec des attentes actuelles. Si on prend l'exemple de l'agglomération grenobloise, ce sont des milliers d'enfants qui ont un magnifique terrain d'épanouissement, il y a souvent à moins de 30 minutes de chez eux, et pourtant beaucoup n'en profitent jamais. Les canicules à répétition dans la fournaise de l'agglomération grenobloise posent la question de l'accès aux plus fragiles à ces espaces de fraîcheur, d'où les propositions qu'on voulait mettre à l'œuvre dans ces journées, la proposition, à l'instar un peu des cures, mais de séjours climatiques qui pourraient être remboursés par la sécurité sociale au profit de toutes les personnes fragilisées par ces canicules, notamment les personnes âgées, mais pas seulement. La montagne, Gilles en a aussi parlé, c'est un terrain d'événements sportifs de haut niveau. Et là encore, les enjeux environnementaux viennent impacter leur organisation. Les débats autour des Jeux Olympiques de 2030 sont vifs. On en reparlera ici. Gilles a d'ailleurs évoqué les difficultés déjà rencontrées par les organisateurs de ces compétitions. Affirmer vouloir la montagne pour tous implique donc de penser radicalement différemment son écosystème. Ici, plus qu'ailleurs, la logique de marché n'est pas en mesure de répondre aux besoins, mais de penser l'avenir. Les régulations nécessaires ne peuvent être faites seulement par le prix. Il a cité Jean-Marc Jancovici, alors qui est vrai, qui est quelqu'un qui peut être très contesté, mais il a le mérite souvent de mettre les pieds dans le plat et en plus de remuer les orteils comme nous. Il a mis le pied dans le plat, par exemple, avec son fameux, vous savez, ça fait beaucoup de bruit quand il a dit qu'il faudrait, on parle du tourisme, alors dans un autre domaine, les voyages, il a dit qu'il vu la raréfaction et ce que va devenir l'économie du pétrole, il faudrait limiter le droit de voyager à 4 vols par vie. Je veux dire que ça fait jaser. Les gens ont crié au scandale, à l'arrêt de la liberté, sachant que le fait que beaucoup de gens, c'est encore pas tous, il ne faut pas se raconter l'histoire, mais que beaucoup de gens, que le vol aérien se soit largement entre guillemets démocratisé, est quand même quelque chose de très 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 récent. Jusqu'à il y a 30 ans, ça n'existait quasiment pas. Donc on part au scandale, simplement on a vécu pendant des millénaires sans pouvoir voyager à travers le monde comme bon nous semble. Mais son raisonnement est celui-là. Il dit, oui, si on estime que 4 vols par vie, c'est ce qui est soutenable pour la Terre, après il y a 2 façons de réguler ça. De réguler une offre qui se réduit, soit par le prix, et c'est ce qui va se passer si on laisse faire. Seuls les riches continueront à utiliser le transport aérien devenu trop cher, soit par la contrainte égalitaire et la contrainte législative. Et lui, il assume avoir plutôt cette visée-là, pour une raison d'égalité, et il n'hésite pas d'ailleurs à dire des fois, oui, sur ces questions-là, j'ai plutôt une visée communiste. Il le dit souvent avec un peu d'ironie et un peu de provocation, mais voilà. Donc nos débats dans cette partie vont tenter de répondre à cette quadrature du cercle, comment pouvoir faire partager au plus grand nombre une nature qui aura de plus en plus besoin d'être utilisée de façon parcimonieuse. Il y a un sujet qui m'est cher, c'est-à-dire quelles sont les conséquences aujourd'hui des changements climatiques dans la moyenne montagne
Et quels sont les atouts de la moyenne montagne? Alors c'est vrai que c'était abordé tout à l'heure, aujourd'hui la moyenne montagne souffre des problèmes d'enneigement et est pris dans un cercle qui m'apparaît difficile. Je vais m'expliquer. Aujourd'hui, l'objectif, si on veut faire tourner une station, on n'a pas tellement le choix, c'est de produire de la neige artificielle, de plus en plus. Cette neige artificielle consomme beaucoup, coûte très très cher, et le problème, c'est un problème économique, parce que c'est le prix des forfaits. Et effectivement, aujourd'hui, quand on regarde les choses d'un petit peu plus près, avec un prisme particulier, durant les 15 dernières années, c'est à peu près 30 jours de neige qui ont disparu dans les stations moyennes montagnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. À une époque aussi, pour ceux qui s'en souviennent, on allait skier pendant les vacances de Pâques. C'est fini, pratiquement fini. Et donc aujourd'hui, en fait, le nombre de jours de ski se réduit comme une poche. Encore. Moi, à l'époque, quand j'étais directeur de station de ski, j'en ai fait pas mal, je me souviens parfaitement, on annonçait le début de la saison en début d'année, et puis on finissait à Pâques. Maintenant, si vous arrivez à faire 40-45 jours à peu près complet dans une saison de ski, c'est déjà pas mal en station moyenne montagne. Donc aujourd'hui, si vous voulez, la politique du président de la région, M. Wauquiez, qui a consisté à mettre des millions d'euros dans les stations de moyenne montagne, y compris dans le Vercors, à l'ensemble Vercors, et dans beaucoup de lieux. Je ne devrais pas dire, puisqu'anciennement j'étais directeur de station, mais me paraît être de l'argent qui n'a pas de sens. Qui n'a pas de sens économiquement. Hein. Parce que, effectivement, les stations de ski, celles qui sont à moins de 1000 mètres d'altitude, ne vont plus pouvoir continuer à être des stations de ski d'hiver. C'est pas parce qu'elles ne sont pas des stations. Il va rester en France à peu près 7 stations de ski. C'est bon? Je vais parler comme ça, c'est comme ça. Donc, il va rester en France à peu près 7 stations de ski. C'est parfait. 7 à 8 stations de ski. Pas plus, durant les 30 ans qui arrivent. En Isère, il va sûrement rester peut-être les 2 Alpes, l'Alpe d'Huez. C'est pas encore certain d'ailleurs, parce qu'il y a certaines indications. Tout à l'heure, on parlait des glaciers. Moi, j'étais directeur des Hautes-Alpes, la neige va disparaître. Ça va être fini. Ceux qui connaissent la neige, le spot du ski d'aventure et du ski libre. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je suis moyennement d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, parce que moi, je vais être un peu optimiste. Je pense qu'il y a des possibilités. Il est vrai que le ski reste de loin l'activité qui rapporte le plus économiquement. Beaucoup plus. Le panier moyen de dépenses est 4 fois supérieur durant l'hiver par rapport à l'été. 4 fois supérieur. Si vous compte la location des skis, le forfait de ski, l'hébergement, etc., ça rapporte beaucoup dans une station. Mais il y a des alternatives quand même. Alors, quels sont les atouts d'une station de ski, surtout des stations de moyenne montagne? Il y en a plusieurs. La première, c'est quelque chose, c'est l'air. Il y a 3 à 5 degrés de différence de température si vous êtes entre Grenoble et le Vercors, donc il fait très chaud. Ce n'est pas négligeable. Donc quand il fait très chaud, vous allez en montagne. Il y a beaucoup moins de pollution, particulièrement l'ozone, quand on est en hiver. Donc ça, c'est le premier atout. Ça paraît basique, et c'est intéressant, y compris pour la partie ressourcement et bien-être. La deuxième chose qui me paraît intéressante, pour les stations de moyenne montagne, je précise, c'est l'accessibilité. À la différence de la haute montagne. Les paysages sont accessibles facilement. Vous allez à Besançon, vous allez vous balader l'été, au printemps, vous garez votre voiture, vous allez marcher, c'est pas forcément très dur, et c'est accessible. C'est pas qu'à notre montagne. C'est facilement donc accessible. Par contre, je fais une grosse différence dans les stations de montagne. Il y a celles qui sont près de grandes zones urbaines, c'est bien de Grenoble, qui en fait auront toujours une clientèle de journée qu'on appelle excursionniste, qui viendra la journée, d'accord, qui vont passer la journée, ou des gens qui vont habiter en station. Je vous donne un chiffre. Dans son Vercors, 20% de la population, ce sont des Grenoblois. Ils font des allers-retours. À Villard-de-Lans, c'est pas loin de 15%. Les taux les chiffres ont énormément augmenté. Moi, quand j'étais à la station de Villard-de-Lans en 1992,
on était à peine à 5%. Donc il y a une très grosse différence. La troisième chose, c'est que c'est l'essor des activités de pleine nature, outdoor. C'est un essor international dans tous les pays dans le monde. Et ça, les stations moyennes montagnes, c'est un terrain de jeu fabuleux, extraordinaire. Après se posent les problèmes des conflits d'usage. Il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser. L'accès aussi gratuit à la montagne. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je travaille, puisque je fais de la recherche dans ce domaine en particulier, sur l'impact, si vous voulez, des sports de nature au niveau de l'environnement. Ça pose aussi des problèmes. Quand on fait du trail, quand on marche, on esclate aussi la faune et la flore. Des dérangements, etc. Donc ça, c'est le point. Et le point aussi qui est important, je vais insister là-dessus, c'est le terroir et l'agriculture. Aujourd'hui, vous savez tous, ça, il y a une demande quand même par rapport à mieux manger. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine des circuits courts, et je pense que ça va être une formidable chance pour le maintien de l'agriculture à travers une politique de diversification. Des produits de terroir, des produits sains, de bons produits. Et je pense que la moyenne montagne peut apporter des choses extrêmement intéressantes sur ces produits-là. Voilà. Ça, pour moi, ce sont les points qui font que la montagne a énormément d'atouts. Après, ce problème, c'est cette transition. Et où est-ce qu'on met le curseur? Là, il faut faire extrêmement attention. Et on ne peut pas dire du jour au lendemain, messieurs, dames, vous allez tous vous reconvertir. Ça, c'est pas possible. Il y a une activité qui est derrière. C'est pour ça que des fois, j'entends qu'il y a des débats extrémistes qui m'interpellent, qui me chagrinent beaucoup. Moi, j'ai gagné énormément de réunions avec différents opérateurs, des agriculteurs, etc. On ne fait pas les choses comme ça. Donc, il y a une phase de transition que j'estime à peu près une bonne dizaine d'années pour que on puisse reconvertir des gens qui sont dans une mono-activité, le domaine du ski, et qu'on puisse avoir une adaptation sur d'autres produits. Et c'est loin d'être ça. Alors maintenant, concernant l'aspect, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, voilà, ensemble, effectivement, Villard-de-Lans est une station de départ climatique classée, qui révèle avant tout des problèmes au niveau de l'asthme en particulier, et j'en venais pour des problèmes de tuberculose. Donc, c'était absolument pas une station de ski, absolument. Au départ. Moi, j'ai eu l'occasion de m'occuper aussi d'une station thermale, qui est la DAX et Saint-Paul-les Dax, où j'étais directeur de la station. C'est un sujet qui m'a aussi intéressé. Et je me suis toujours dit, avec tous les infrastructures qu'il y a dans de nombreux cas, parce qu'il n'y a pas Villard-de-Lans qui est concerné, effectivement, cette thématique de l'air, du ressourcement, du bien-être, toute cette thématique-là, en fait, pourrait être un formidable tremplin pour de nombreuses stations. Alors, encore faut-il, effectivement, avoir des recommandations ça puisse être accepté par la sécurité sociale. Bon, je pense à tous les problèmes d'ORL, etc. Qu'il faut quand même que ça soit accepté, que ça soit recommandé par la sécurité sociale, sinon ça ne peut pas marcher. Mais il peut y avoir des choses extrêmement intéressantes dans ce développement. Voilà. Donc moi, je demeure quand même optimiste, parce qu'il faut bien l'être, sinon on n'avance pas. Le ski, c'est vrai, est aujourd'hui... c'est remis en question dans beaucoup de coins. Je regrette énormément ce qui a pu se faire au niveau de la région Rhône-Alpes, quand même, qui est la première région quand même française de ski, il ne faut pas l'oublier, et la première, je dis bien, la première au monde. La première au monde. Et la politique quand même qui était menée par le président, je connais bien l'histoire, parce qu'à l'époque, il y avait M. Montagne, Gilles Chabert, qui est l'ancien directeur de l'école de ski de Villard-de-Lans, avec qui j'ai travaillé, qui a poussé à ce qu'on mette des canons à neige, avec des millions et des millions d'euros, et ça continue encore d'ailleurs, je dis bien que c'est pas fini, je reste très sceptique sur cette politique, parce qu'effectivement, on a redonné espoir en disant, bah, allez-y, il faut continuer dans l'enneigement artificiel, il y a plein d'opérateurs, on est fait une petite piqûre, mais c'est une piqûre qui, à mon avis, on soigne un petit peu, on fait du rabochage, mais ça ne va pas durer très longtemps. Et je trouve ça regrettable, parce que moi j'entends ce qui se dit dans les stations aujourd'hui, cette politique qui est mise en place, ils pensent encore que le ski va durer et va éternellement, ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Voilà. Le prochain intervenant, c'est Jean-Paul Mauberet, ancien enseignant d'éducation physique et sportive, et qui est dans le Trièves, notamment, qui est à l'origine d'une expérience d'intégration de jeunes en difficultés scolaires dans le Trièves et les vallées environnantes au collège de Mas.
quelles sont nos perspectives, quels sont encore nos rêves dans cette société. Et quand il nous dit que l'éducation est en point de mire du capitalisme comme une source de futurs profits, j'en tremble. Et donc, l'expérience que j'ai de ce passage dans Trièves, donc au collège de Mens, en fait, cette possibilité de voir évoluer un milieu rural de moyenne montagne, sur le plan humain, sur le plan environnemental. On parlait des activités évidemment sportives en Trièves. J'ai vu par exemple fleurir des foyers de ski de fond à Crémigny, dans le sud du Trièves, à Chichiliane, à Mens aussi, on a animé un foyer de ski de fond. Qu'est-ce qu'il en reste? Donc c'est vrai qu'il faudrait être aveugle pour ne pas voir les méfaits les conséquences du réchauffement climatique. Mais ces 18 ans passés, donc des années 80 jusqu'à ma retraite en 2008 à Mens, alors, certains collègues comme Willy pourraient dire que tu étais dans la routine pendant 18 ans. Eh bien, je pense que non, ce n'était pas la routine. En fait, j'ai vu un collège dans lequel je suis arrivé, qui était un collège géré par un CIVOM. Le CIVOM, c'était encore des communes qui avaient construit ce collège sur les fonds propres du Trièves. Et il y avait un internat. Un internat, non pas pour les grenoblois, mais un internat pour les élèves de Trémigny, de Chichiliane, de Cordéac, c'est-à-dire du Trièves, autour de Mens, puisqu'il n'y avait pas d'embrassage scolaire. Donc, c'était des élèves du Trièves qui étaient dans cet internat. Et dans les années 80, c'est ce qu'on a appelé la spirale du déclin, parce qu'il y a eu un déclin démographique et que, avec les transports scolaires, l'internat se vidait. Sauf qu'on s'est retrouvé avec 90 élèves. Et un établissement d'enseignement comme le collège, avec 90 élèves, ne peut pas offrir toutes les options qu'on a au collège Stendhal, au collège Champollion, etc. Et donc, c'était à terme la disparition de ce collège et la possibilité pour les élèves du Trièves d'aller sur Monestier ou d'aller sur la Lune. Donc, ce n'était pas une solution. Et donc, l'expérience, la modeste expérience que je vais vous présenter, c'est une convergence des acteurs locaux qui se sont posés la même question. Alors, ça a été d'abord le Conseil général, les élus des communes, les 27 communes donc, du Trièves, la communauté éducative aussi, les enseignants, et on s'est aperçu que notre environnement était un atout qu'on n'utilisait pas. En fait, moi, prof d'éducation physique, qu'est-ce que je faisais? Je faisais faire du lancer de poids, je faisais faire du lancer de javelot, je faisais faire de la course à pied, de la course de vitesse sur un chemin goudronné, parce que je n'avais pas de stade, et je voyais arriver à Chichiliane mes collègues de Bourgoin qui venaient en stage découverte de l'environnement à la maison du parc. Je disais, mais là, il y a quelque chose qui cloche. Et donc, c'est cette réflexion-là qui nous a permis de dire qu'il faut que notre environnement social, économique, humain, culturel, nous puissions en faire profiter à nos enfants, à nos élèves du secteur, mais aussi aux élèves qui pourraient être intéressés et qui pourraient venir de l'extérieur pour remplir notre internat. Et avec au minimum, ne pas descendre en dessous des 240 élèves, alors qu'on était à 80. Et c'est ce qu'on a fait. On a monté avec les acteurs, et là il faut reconnaître qu'à l'heure actuelle, qu'il y avait donc une conjonction des politiques de l'État, pas de la région, parce que le collège n'était pas sous la responsabilité de la région, mais du département, des communes du Trièves qui ont joué le jeu,
et d'autres acteurs qui vont petit à petit être associés à nos actions pédagogiques. L'ONF, la FRAPNA par exemple à l'époque, ça nous permettait de monter des actions transversales et de présenter par exemple la forêt, notre environnement, sous deux aspects qui ne sont pas forcément antagonistes. Celui de la forêt qui produit des ressources avec l'ONF et c'est la protection de la forêt avec la FRAPNA. Et nos élèves étaient donc associés à cette réflexion de façon à ce qu'ensuite ils puissent se faire une idée de ce qu'ils pouvaient devenir en tant que citoyens plus tard et donc tirer bénéfice de cet enseignement. Donc je fais court parce que je pourrais, c'est 18 ans d'expérience, c'est pas une expérience, c'est vraiment un système qu'on a mis en place, un système éducatif. Et donc les jeunes qui étaient à l'internat étaient pris par la curiosité qu'on leur présentait à travers des actions que je peux par exemple vous citer. Une action transversale, par exemple, professeur d'éducation physique, professeur de français, professeur d'histoire. On a le Vercors en histoire, la résistance. Donc on montait pour les classes de 3e une opération à l'automne où une classe de 3e et la suivante après, puisqu'il y avait 2 classes de 3e, une classe de 3e partait le lundi matin, par exemple, où le musée de la Résistance à Grenoble était plongé dans les années noires de la France, se retrouvait ensuite à Saint-Nizier l'après-midi, à Vassieux, à la chapelle en Vercors, la Résistance, passer la nuit à la chapelle en Vercors, parce qu'on était associés au collège de la chapelle en Vercors, qui nous hébergeait. Et ensuite, le lendemain, on traversait de la grotte de la Vire au pas de l'Aiguille, avec des élèves qui avaient fait un cycle de course d'orientation avec moi et qui découvraient la carte IGN avec le parcours à découvrir. Et c'est les élèves qui étaient chargés de piloter. Quelquefois, ils se trompaient, on avait du côté de la grande colonne et on perdait une heure. Mais ça, c'était bien fait pour eux. Là, ils avaient qu'à dire la carte IGN. Mais je dois vous dire qu'on couchait au refuge de Chaumayou, donc au-dessus du pas de l'Aiguille. Quel enseignant aujourd'hui, Louis, un enseignant de PS, voudrait emmener ses élèves coucher au refuge de Chaumayou, sans sanitaire, sans rien? On a eu des situations cocasses avec un élève de Grenoble, en 3e, qui pensait prendre sa douche le soir en arrivant au chemin. Ça, c'est une expérience. Et le lendemain, avant de redescendre sur le collège de Mars, on avait une cérémonie au monument du pas de l'Aiguille, où on relatait les combats du pas de l'Aiguille. Donc voilà une transversalité de l'éducation physique qui n'est pas perçue comme un moment de performance, mais comme un moment éducatif et d'apprentissage pour découvrir son environnement. Donc c'est une des actions et cette expérience, ce projet plein air environnement a donc démarré en 1990 et jusqu'en 2008. J'ai pris ma retraite en 2008, mais pendant 18 ans, on a quand même reçu du conseil départemental, du conseil général à l'époque, 25 000 €, comme quoi les moyens, il faut les avoir, pour faire fonctionner ce projet, avec des partenaires. Et donc, on a eu la maison du parc du Vercors, on a eu l'ONF, je l'ai dit, et c'était un moyen aussi de développement pour le Triel, puisque pour nous aider, un prof d'éducation physique ne peut pas aller tout seul emmener ses élèves, 25 élèves, sur le haut plateau du Vercors. Vous imaginez qu'il faut des partenaires. Donc, on avait évidemment, avec cet argent de 25 000 € par an, la possibilité d'embaucher, avec Pascal Hus, on a fait le Montélimite, on avait des intervenants de moyenne montagne, des accompagnateurs de moyenne montagne, on avait aussi le CAF Ouliou qui nous aidait. Moi j'étais vice-président, ça aide.
et ainsi de suite. Donc, on avait et des parents d'élèves, puisque les parents d'élèves étaient associés. Donc, quand j'entends dire maintenant que les internats doivent être l'antichambre de la maison d'arrêt, on redressait des enfants qui déviraient du droit chemin, je me dis que l'internat peut aussi avoir un autre rôle, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus éducatif. Donc, il fallait des moyens, et il fallait aussi une communauté éducative qui joue le jeu du chef d'établissement, qui était notre véritable VRP. Les deux chefs d'établissement qui ont porté ce projet avec tous les autres, avec les enseignants et les élus, eh bien, il fallait chaque année rendre des comptes pour solliciter à nouveau. Donc rien n'était acquis, mais ça a duré quand même pendant 18 ans. Et aujourd'hui, je me suis renseigné avant de venir ici, tout ça a disparu. Et oui, parce qu'il n'y a plus de subvention. C'est une classe sportive, donc c'est une classe sport, VTT, et les classes sport, on sait qu'à terme, le gouvernement voudrait bien les faire financer uniquement avec des finances privées, donc sponsoring. Et donc, à terme, Collège de Mars, il n'y aura même plus cette classe sport. C'est un peu comme le FCG qui fonctionne, qui subventionne des classes rugby sur l'agglomération grenobloise. Donc, c'est l'objectif, plus de financement public pour des opérations comme celle que je viens de vous présenter. Voilà, si vous avez... Donc, ça n'était pas la routine, parce que préparer chaque année, par exemple, si je continue, chaque année, par exemple, les classes de 4e, on avait l'audio. À la fin du cycle de course d'orientation, la classe complète, 25 élèves, on les emmenait à l'audio en bivouaquant à la Sambu, à l'office, donc à la maison forestière, en partenariat. Et donc, mais là, il y avait un adulte, 3 élèves, un adulte, 3 élèves, un adulte, 3 élèves. Le plus handicapé passait devant et donnait le rythme à tout le monde. Et on arrivait tous ensemble à la cible. Donc, j'en ai discuté avec mon collègue qui m'a succédé. On a passé un après-midi, parce qu'il est venu chez moi en me disant, mais j'entends dire, comment tu faisais? Donc, je lui ai expliqué. Et maintenant, il est ressorti, il était complètement écœuré, parce qu'il m'a dit, avec les principes de précaution, tout ce que vous avez fait, c'est possible. Donc, bien sûr, ce serait possible si on avait tout ce que je vous ai dit, la volonté politique et les moyens. Tout à l'heure, je discutais, donc, je suis Jean-Paul Maubérem, je suis fils de Louis Maubérem, il a été suppléant de Louis Maisonnat. Le premier suppléant. Oui, après c'était Georges Polimont. Voilà. Je voudrais que c'était possible de le faire. Hein. Donc, certes, le monde change, et pas forcément dans le bon sens, mais il ne faut pas perdre espoir quand même que si on a été en capacité de réaliser des choses aussi belles, on peut tout à fait imaginer de pouvoir, y compris à l'avenir, les reproduire. Hein. Donc je pense qu'un grand merci parce que ça nous ouvre aussi l'horizon en regardant tout ce que tu as fait, mis en œuvre et porté comme projet. Donc un grand merci. L'échec d'un certain modèle de marchandisation de la montagne. Donc il est important d'en tirer les leçons hein, de ce point de vue-là. C'est pas simplement qu'est-ce qui va remplacer le ski, c'est aussi quel mode de fonctionnement, quel type de société on veut mettre en place, qui va permettre de créer une nouvelle époque, une nouvelle ère de développement pour la montagne, mais elle ne reposera sans doute pas sur les mêmes bases que celles qu'on connaît aujourd'hui. Je précise que dans notre projet de communiste de développement de la montagne, on met en avant aussi le fait qu'on souhaite une relance de l'économie sociale et solidaire sous toutes ses formes. Et donc là, on est bien quand même dans l'idée de vouloir prendre le contre-pied du modèle de marchandisation de la montagne et de réfléchir à partir de là à tout ce qui peut être des points d'appui. Alors,
on a évoqué les ressources naturelles que sont l'eau, l'air, on parlait de l'air, de l'eau, on parlait de la terre. Donc, dans le jargon donc, des spécialistes, ils parlent des communs historiques, sociaux, qui font du lien dans des territoires comme les territoires de montagne. Alors, bien sûr, ça recouvre toute la vie associative, tout le mouvement, tout ce qui a été dit et très bien dit ce matin sur les idées, la profusion d'idées et d'initiatives qui peut venir du mouvement associatif, tel qu'on le connaît dans les régions de montagne. Mais parmi les autres formes qui se développent, il y a aussi toutes les formes de mise en commun, sous forme de coopérative, de mutualisation, et puis aussi les endroits où les gens se retrouvent. Village là, au Tran, à l'emplacement d'un ancien café, a été installée une association donc, de coworking, et en fait, elle permet à des gens qui feraient tout seuls chez eux du télétravail de se regrouper dans une sorte de grande pièce salle commune, alors avec il y a des tables, des chaises, chacun s'installe, si je puis dire, dans son coin, mais en gros, ils recréent une sorte de collectif de travail, alors qu'ils ont chacun des activités différentes, c'est pas du tout mais je dirais pour le plaisir de se retrouver en groupe, alors que tout l'éclatement, toutes les nouvelles conditions de travail amènent à cet éclatement du collectif que représentait l'entreprise, avec des gens qui travaillent chez eux en télétravail, des gens qui viennent qu'un jour sur deux à l'entreprise et qui restent à leur domicile le reste du temps. Donc, c'est une forme en fait de recréer, de réagir et de recréer en fait un collectif de travail dans des conditions qui sont tout à fait particulières, puisque les gens viennent avec leur matériel et développent leur propre activité. Mais c'est en gros le besoin quand même d'être ensemble, de pouvoir échanger, de pouvoir, y compris s'entraider, parce que bon, au-delà du contenu du travail, il peut y avoir des échanges matériels, on se prête des ordinateurs, on se prête des imprimantes, et puis ils ont un rythme en quelque sorte de vie qu'ils ont instauré, avec l'apéro tel jour à telle heure, le repas qu'on fait collectif une fois dans la semaine, où chacun se retrouve comme on pourrait se retrouver à la cantine ou dans la cafétéria d'une entreprise quand on vient de différents services. Donc, la recherche sur ces nouveaux, pas simplement biens communs, mais territoires aussi, où on essaie de se retrouver, c'est quelque chose qui peut, d'après ce chercheur, constituer aussi un atout pour un développement ultérieur de la montagne. C'est-à-dire que, ça a été bien dit, l'isolement, les difficultés d'accès, les problèmes de transport, c'est quelque chose qui se rajoute en montagne aux difficultés qu'on peut connaître partout ailleurs, où les gens peuvent être un peu repliés sur eux-mêmes. Mais là, je dirais qu'il y a en plus des facteurs objectifs, du relief, des conditions météo, etc., qui font que c'est encore plus dur et que la tendance à l'isolement est encore plus forte. Et donc, c'est assez intéressant de réfléchir à la manière dont, comment, d'une façon volontariste, les gens peuvent imaginer en montagne de nouvelles formes qui leur permettent en fait de se retrouver, de faire société finalement ensemble. Voilà, donc c'est donc un des sujets qu'on souhaitait aborder, ça l'a été avec Gilles Rotillon, et puis donc il y a le deuxième thème où on pourra vous demander aussi de réagir et si vous souhaitez intervenir, qui était donc de commencer à aborder les nouvelles formes, enfin comment est-ce qu'on pouvait imaginer le tourisme de demain. Donc ça a été le but d'intervention d'Emmanuel Briand, et puis Jean-Paul Mauberet nous a montré aussi que finalement le tourisme éducatif en montagne reste encore une piste d'avenir à explorer, même dans les conditions politiques, économiques différentes qu'on connaît aujourd'hui, et les difficultés qu'on connaît aujourd'hui. Mais qu'en tout cas, ça peut être pour les jeunes le lieu de superbes aventures, et pas simplement dans le domaine des loisirs, mais aussi dans le domaine éducatif, culturel, et puis on pourrait même dire des expériences citoyennes, parce qu'on apprend aussi à connaître les autres, et là, la montagne s'y prête vraiment, de ce point de vue-là.
très émue d'entendre Jean-Paul dire tout ça. Mes enfants, ils ont aimé le Trièvre parce qu'ils ont fait le Montéguy, ils ont fait l'Aubiou, ils ont fait des courses d'orientation, ils ont fait de l'escalade sur le mur du collège, etc. C'est l'autre côté, moi, c'est pas rendez ce que j'ai vécu de mes enfants. S'ils ont aimé le Trièvre, s'ils ont appris à le regarder et à l'aimer, c'est grâce au Collège de Mins et grâce à l'impulsion de Jean-Paul et de Tina, qui étaient partie prenante complète dans cette création de projets pédagogiques environnementaux. Et c'est vraiment, je trouve, j'étais très affligée de savoir que ça avait arrêté. Mais c'est vrai que ça tient souvent aussi aux hommes et aux moyens. Et je vous remercie d'être venu témoigner parce que je trouve que ça dépasse largement le cadre du Trièvre. C'est quelque chose d'emblématique de ce qu'on peut faire en éducation populaire et d'enracinement de nos montagnes pour les faire aimer, les faire partager. Et là, aujourd'hui, ce qui bloque toute sortie éducative en montagne, c'est le coût du transport, sur la montagne ou ailleurs. Et est-ce que nous, on ne peut pas être force de proposition pour reparler de gratuité pour les scolaires? Parce que la gratuité, elle permet aussi de rendre obligatoire. Et ça éviterait que ce soit toujours les mêmes enfants qui puissent bénéficier d'accès au tourisme, à la culture. On parlait du musée de Nation en Vercors. Je ne sais pas si nos enfants, les élèves de Grenoble savent où est Nation en Vercors. Donc moi je sais que dans le lycée où je suis, j'ai souhaité emmener des élèves puisqu'il y avait un projet résistance chez CPE. Un projet sur la résistance, c'est impossible aujourd'hui de pouvoir monter une classe à Nation en Vercors compte tenu des prix. Il faut prendre un cas, enfin c'est nous-mêmes, si on veut aller à un meeting, c'est combien de coûts importants, et puis surtout ça laisse des enfants sur place. Parce qu'on ne peut pas parler de gratuité, quoi. Donc voilà. Le mairie communiste avait fait, a fermé ce centre de loisirs. Et ça, quand même, c'est pour montrer qu'il y a effectivement la volonté de faire, et puis c'est aussi de l'ordre du politique de donner les moyens de projets d'ouverture. Donc, effectivement, par rapport à ce que dit Nathalie sur l'éducation nationale, il y a aussi beaucoup de législations qui sont contraignantes et c'est pas simple. Sur les coûts de transport, c'est vrai, mais quelle politique on veut, qu'est-ce qu'on demande à nos politiques et comment nous, communistes, on peut être porteurs justement de ces projets-là pour faire aller au-delà des barrières de l'argent, qui sont des vraies barrières, mais justement où il faut voter autre chose que des politiques qui sabrent ce qui pour eux est inutile et ce qui pour nous est essentiel. Je connais assez bien. C'est un pays, c'est une région où il y a quand même 12 000 habitants qui travaillent pour un certain nombre. Il y a au moins la moitié des centres sur Grenoble et l'autre moitié travaille sur le Vercors. Et c'est basé quand même sur une seule économie, le tourisme. Oui. Alors, pas tout à fait, il y a quand même des entreprises, mais le gros potentiel, c'est le tourisme. Et depuis quand même quelques années, moi, ça fait quand même 15 ans que je suis élu, on se pose le problème du changement climatique et comment transformer cette industrie du ski, qui a, j'en veux ou non, à modifier totalement le paysage du Vercors. Comment le modifier? Alors, on y pense depuis longtemps. Moi, ça fait 15 ans qu'on en discute. Notamment, on a créé la Via Vercors, qui a été une réussite, une modification quand même assez importante. Et actuellement, on se pose le problème en sachant qu'on va aller avec de moins en moins de neige. On sait comment transformer le paysage pour que les gens viennent sur le Vercors pour autre chose que le ski. Et un des problèmes qui se pose quand même, c'est que lorsqu'on a des excursionnistes qui viennent à la journée, ce n'est pas tout à fait la même chose que lorsqu'on a des séjours d'une semaine, 10 jours, qui permettent de ramener quand même du monde qui consomme sur le Vercors.
Et c'est ça le gros problème qu'on se pose actuellement, c'est comment faire en sorte qu'il n'y ait pas que les excursionnistes qui viennent, mais qu'il y ait aussi du tourisme de longue durée. Les entreprises arrivent avec un projet pour faire plaisir à la population. Voilà. Par exemple, à la Norma, sur le projet de Lyon-Turin, l'entreprise est arrivée avec une piste de luge. Donc, les élus, tout le monde est content, voilà. Cadeau. Et apparemment, c'est une pratique qui est courante. Alors, je n'ai pas d'autres exemples en tête. Et en fait, maintenant, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Et on arrive à avoir de véritables parcs d'attractions, en fait, dans les stations. C'est plus le sport accessible à tous, parce qu'en fait, c'est payant pour, alors je sais plus, pour une demi-heure, pour une heure, enfin voilà. Donc, et on applaudit à ça. Les attentes qui ne sont pas les mêmes, mais je pense qu'il faut prendre les fondamentaux de l'idée qu'on se fait de l'éducation et de l'émancipation pour tous, et notamment des enfants. On arrive, enfin, toutes les batailles qu'il y a autour de l'école en ce moment, si on n'arrive plus à faire ce genre de projet, il y a bien entendu des questions de moyens, il y a bien entendu les questions que pose Nathalie, il y a bien entendu la complexité législative et parfois ce qu'on ressent comme le tatillon de la réglementation, qui a aussi quand même pour effet de protéger les gens et d'éviter les accidents. Mais il y a aussi qu'une conception de l'éducation a complètement changé. On a un gouvernement qui n'arrête pas de lancer une éducation qui est une éducation où on fait que des choses qui sont mesurables et qu'on puisse rentrer dans des tableaux Excel. La globalité de l'approche est quelque chose. Moi, je suis parti d'une famille, et c'est lié au Triel, où, avec la commune de Fontaine, on a développé, notamment au Percy-en-Triel, des centres de vacances dès l'immédiate après-guerre, dès 1948, qui ont vraiment fait de l'innovation pédagogique, de l'innovation des loisirs, et qui ont même produit des thèses à la faculté de Grenoble sur le repos et le sommeil, par Jean Planchon à l'époque, sur le repos et le sommeil des enfants en centre de vacances. C'est dans la colonie de Fontaine à la colonie du Percy-en-Triel, qu'en 1948-1949, des gens se sont dit, les enfants sont en vacances, si on sortit de la guerre, à l'époque, les centres de vacances issus souvent du clergé ou des mouvements scoutistes, c'était le réveil au clairon et tout ça. Et on a dit non, c'est des vacances. On doit laisser les gens dormir, les enfants dormir le matin. Et on a organisé la notion d'activité globale, de découverte du milieu, en fonction de ça. On disait, et le réveil individualisé, ce qu'on appelle ça, qui en recul dans tous les... Il y a pratiquement plus de centres de vacances qui font ça vraiment. Moi, j'ai fait énormément de centres de vacances, j'ai toujours pratiqué ça, toujours défendu, et ça se fait plus, parce qu'on est revenu, il y a aussi tout le côté marchand. Maintenant, les centres de vacances, on vend de l'activité cheval, de l'activité, voilà, et c'était pas ça. Les centres de vacances au Percy-en-Triel, c'était la qualité de la vie quotidienne, de la découverte, et des gens qui ont porté ça. Je crois qu'on a besoin, encore une fois, avec d'autres attentes, d'autres envies de notre époque, parce qu'on n'est plus en 1945, mais on a besoin de ce nouveau souffle. Et la montagne est un endroit particulièrement adapté pour relancer ça. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je t'ai déjà présenté. Donc, d'accord. C'est un guide de haute montagne. On accueillera une partie de ces jeux. On voudrait savoir pour toi quels sont les enjeux locaux de cette candidature. C'est encore une toute petite partie. Puisqu'il est question d'un projet de loi montagne. J'ai assisté. Salut Stéphane. Bonjour. J'ai assisté aux Jeux Olympiques de Grenoble en 1968 et à l'époque, la majorité des Grenoblois ont assisté aux Jeux à la télévision.
Ça veut dire qu'ils ont payé les Jeux, mais ils n'ont pas pu y participer. Et ça, ce qui me fait peur pour 2030, c'est la même chose. D'une part, dans l'Isère, il n'y a rien de prévu, aucune manifestation, et on va payer des Jeux sur lesquels la population n'assistera pas. Alors oui, parce qu'à Villeneuve, il est prévu effectivement au surf des estrades. Le sport, c'est d'abord très politique et c'est la finance qui gouverne le sport. Donc toute manifestation, tout événement, c'est dirigé, c'est même plus le public, ni même les États. Je prenais par exemple le foot. Actuellement, il y a en Espagne, il y a une accusation de la Fédération espagnole de foot de corruption, de harcèlement sexuel. Enfin, il y a toute une série d'accusations sur cette fédération. Et le gouvernement espagnol vient de dire, cette fédération, on va la prendre en tutelle, on va la dissoudre et on la prend en tutelle. Quelle a été la réaction de la Fédération internationale de foot, évidemment dirigée par la finance? C'est de dire, si vous faites ça, en gros, s'il y a un contrôle public, s'il y a un contrôle des citoyens sur le sport, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va les éliminer des compétitions qu'on organise, Jeux Olympiques, Coupe du Monde de foot, etc. Donc c'est que la finance, de manière brutale, autoritaire, gouverne le sport. Donc ça a été le Qatar, je ne développe pas. La question, c'est quand même comment on se réapproprie le sport, comment on se réapproprie la gouvernance du sport, y compris le fric qu'il peut y avoir dans le foot, et puis on voit bien pour les Jeux Olympiques d'hiver, ça pose d'ailleurs des questions sur l'organisation tous les ans des compétitions. On voit bien que les sportifs eux-mêmes, on regarde le ski de fond à la télé ou le triathlon, on voit que les mecs ils skient sur des bandes blanches et à côté c'est des pelouses vertes. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut vraiment que les sportifs reprennent en main l'organisation de leur sport. C'est ça la question. Et surtout, et c'est pour ça que je te provoquais un peu par ma question tout à l'heure, est-ce que tu es pour la célébration des Jeux Olympiques? Parce que, en fait, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on jette l'eau avec la baignoire avec l'eau du bain, quoi. C'est que moi je dis, par exemple, les clubs de sport, le sport à l'école, c'est un caractère formateur de la citoyenneté, émancipateur, qui est très important, sans parler des espoirs de paix et de fraternité que ça peut développer, mais c'est toute la vie de ton gamin qui va faire du sport, c'est un facteur d'émancipation et de développement. Et donc, il faut, au contraire, donner des moyens pour le sport, mais pas, effectivement, des trucs démesurés qui ont l'objectif de faire du fric dans l'immédiat, et c'est-à-dire qu'en gros, tu fabriques des structures qui n'ont pas une durabilité. Tu parlais de 68, je relisais l'historique, comment a été attribué le saut à ski à Saint-Dizier. C'est le ministre qui descend et qui dit, ah ben là il y a une belle vue, c'est là qu'il faut faire un tremplin, quoi. C'est n'importe quoi. Il faut que ça soit, faut qu'on mesure l'impact de cette organisation, parce que peut-être il ne faut pas le faire dans les mêmes conditions qu'on a eu fait. Il faut que ça soit multisite, il faut que ça soit, je ne sais pas moi, mais en tout cas, il ne faut pas abandonner l'idée le sport, quoi. Mais c'est la marchandisation du sport qu'il faut éradiquer. Voilà. Alors, on tient à votre disposition, on l'avait amené ici, la déclaration qu'a fait le groupe communiste à la région au moment du débat sur l'attribution des Jeux Olympiques d'hiver 2030. Et il y a aussi un groupe
le groupe Gauche Unie dans lequel il y a les élus régionaux communistes à la région, il a repris un peu toute cette argumentation de dire oui sur des Jeux Olympiques, mais dans cet esprit, on a insisté sur plusieurs choses qui ont été dites, la volonté d'y impliquer les sportifs eux-mêmes à travers leur structure, leur fédération, sur lequel d'ailleurs il y a beaucoup à dire aussi sur la démocratie dans les fédérations et la gouvernance. Assurer aussi l'implication des gens dans les territoires, c'est un peu ce que disait Maurice, c'est-à-dire reprendre langue avec les syndicalistes, les élus, les territoires, assurer aussi que ces jeux soient vraiment profitables en termes d'investissement dans les infrastructures, notamment, ça a été évoqué, toute la question des transports et tout ça. Donc voilà, c'est toutes les choses qui ont été évoquées par nos élus au moment de la déclaration dans la région. La question de la financiarisation de la nature, la question de la propriété des sols, notamment des sols agricoles, de la possible émergence d'un phénomène de paysans sans terre, comme on en a entendu parler au Brésil, et ça devait être l'intervention de Marielle Tardy, qui est la secrétaire régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes du MODEF, le mouvement de défense des exploitants familiaux. Alors elle n'a pas pu venir, et je pense que si on doit reprendre ces échanges et notre réflexion, ce serait très important qu'on reprenne la discussion sur ce point qui aura quand même manqué par rapport au programme qu'on avait imaginé, dans la mesure où on avait prévu de lui passer la parole après Gilles Rotillon, donc Gilles Rotillon parlant de la marchandisation, et elle s'interrogeant sur la financiarisation de la nature, l'émergence possible de paysans sans terre. Ça nous semblait faire un ensemble intéressant. Donc voilà, je voulais vous signaler qu'on s'excuse de son absence, mais je pense que ça justifiera qu'on puisse se retrouver et poursuivre la discussion sur ce point, parce que c'est un point politique quand même très important. Je voulais commencer par saluer tout le travail du groupe Montagne, qu'anime François avec Henriette et d'autres, en interdépartemental, quelque part, sur ce travail de fond, qui a permis d'accoucher sur ces assises, qui a aussi permis de nourrir de façon considérable la rencontre qu'on a eue avec André Chassaigne il y a 2 semaines maintenant à la foire Pau-Croissant, où on a eu, grosso modo, on a eu 150 personnes sur le stand pour débattre de l'agriculture, mais aussi des questions de montagne, et je sais que le groupe Montagne a fait un énorme travail pour justement massifier cet événement. Et donc du coup, évidemment, je vous disais, tout ce travail-là, il a une valeur de fond qui est très importante à mon avis. On a quelque chose à prolonger, je dirais, à continuer de prolonger. Je pense qu'il ne faut pas qu'on voit ces assises comme un point d'arrivée, mais comme un point d'étape. Et je voulais plutôt livrer, y compris quelques expériences personnelles, sur le pourquoi de l'importance de ce travail-là. 2 expériences. La première, c'est que moi je suis un petit-fils de Savoyard, donc on a la famille à Pézéval-Landry, enfin non, pas en l'occurrence, pour ceux qui connaissent les puristes vers la Vanoise. Et donc j'ai vu depuis gamin, cette évolution de la haute montagne, parce que là on est dans la haute montagne, là-bas, les Arcs, la Plagne, à côté c'est le grand domaine, ils ont appelé ça Paradis. J'ai vu finalement cette transformation que quand j'étais gamin, on était dans le vivre et travailler au pays. Les saisonniers, les moniteurs, les machins, tout le monde, c'est des gens du coin qui bossaient. C'était abordable, il y avait des tarifs pour les locaux. Alors évidemment, c'était pratique de ne pas payer le logement. Ça nous aidait bien en famille de classe populaire haute, on va dire, voilà, salaire médian, quoi, grosso modo. Ça aidait à accéder à ça, mais on était quand même dans une autre pratique, et j'ai vu cette évolution-là de marchandisation, de spéculation, où finalement on a expulsé les populations locales, à part ceux qui tiennent des commerces de type petite bourgeoisie locale, celui qui tient 3 restos ou la boîte de rénovation, voilà, qui font du bon boulot, hein. Mais grosso modo, tous les travailleurs de base, en fait, c'est plus des gens du coin, c'est en fait des gens qui viennent à la saison, dans une logique de corvéabilité à merci aussi, et ça a été y compris théorisé ça par les boîtes. Et on est aujourd'hui dans cette logique que vous décriviez, c'est la question du parc d'attractions avec plein d'activités annexes qui coûtent toutes très très cher, et donc on est sur un public cible, les 5% les plus riches de l'Union européenne et voire du monde sur ces stations-là. On n'est plus du tout
on est sur une expropriation en fait, des classes populaires de ces environnements-là. Et donc cette trajectoire, effectivement, on la voit bien, et avec une spéculation immobilière, quand on ouvre le mensuel municipal, c'est assez fou, les prix pratiqués. Donc on a clairement y compris un sujet bulle immobilière sur lequel nos financiers vont se casser les dents. Donc ça, je le vois bien, je vais livrer cette expérience-là, et une autre expérience plus professionnelle. Sur la moyenne montagne, moi j'ai été, là j'ai changé de secteur, donc je peux en parler un peu plus facilement, mais je suis conseiller en énergie professionnellement, et donc je fais des conseils aux communes, et j'ai pratiqué pendant 5-6 ans là, sur des secteurs du Vercors et de la Chartreuse. On se voyait avec Stéphane dans d'autres cadres, évidemment, et en fait j'ai vu cette détresse-là, que vous voyez au quotidien, de ces équipes, de ces stations de moyenne montagne, ces communes de moyenne montagne qui sont en fait en détresse, parce que, voilà, vous l'avez dit, tout a été décrit, réchauffement climatique, plus neige, et là pour le coup le modèle business, eh ben, en fait il tient pas, et on a du coup une profonde réinterrogation en mode qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui dans ces territoires-là, et on a, je pense, y compris des points d'écoute et des points d'accroche importants, parce que en fait on est y compris sur des territoires qui étaient aussi beaucoup plus proches des classes populaires, parce que les gamins, où est-ce que Montreuil envoie ses gamins en vacances, en fait c'est au Collet d'Alvar, c'est pas à Chamonix, quoi, parce que les prix sont pas les mêmes, vous imaginez bien. Donc tout ça pour dire que finalement on est dans une forme, et c'est un petit détour personnel, mais pour appuyer sur le travail qui est mené ici, en fait on est dans une forme de double peine pour les classes populaires, puisque d'un côté la haute montagne elle est réservée aux très riches, c'est censitaire, et c'est uniquement pour les grandes bourgeoisies, et de l'autre côté le réchauffement climatique qui vient taper la moyenne montagne et provoque une crise aussi de ce côté-là. Et donc du coup, quid des classes populaires et des salariés en termes de loisirs et d'accès à la montagne. Et du coup c'est là-dedans, y compris parce qu'on a beaucoup, ça a beaucoup parlé de privatisation, mais en fait il faut qu'on se dise, nous, en tant aussi dans une logique politique, qu'on n'est pas juste dans le libre marché. C'est-à-dire qu'on en a parlé sur la région, les copains évoquaient, là pour le coup j'étais déjà arrivé, la question de la région sur la politique des camions à neige, mais on a aussi la caisse des dépôts et consignations. C'est-à-dire que quand on parle de la Compagnie des Alpes, on a cité, tu demandais, c'est la Compagnie des Alpes ou la CETA? La Compagnie des Alpes, qui tient Paradis Ski, en l'occurrence mon chez moi d'origine, en fait c'est la caisse c'est l'État. C'est-à-dire qu'en fait techniquement on aurait les moyens d'avoir un service public de la montagne, mais qui aujourd'hui, les institutions à tous les niveaux, État, région notamment, en fait, et l'appareil financier en fait gouvernemental, il est mis au service de ce capitalisme qui en fait est en bout de course, de ce modèle capitaliste en fait qui est en bout de course et qui sert toujours les mêmes. Et donc là-dedans, on a de la proposition politique, c'est-à-dire que le discours qui consisterait à nous dire « Ah mais vous comprenez bien, c'est le marché, ma bonne dame ou mon bon monsieur, puis voilà, ça a coûté des millions, donc le privé ils viennent, et puis eux évidemment ils font à leurs conditions, il faut la rentabilité, parce que c'est la main invisible du marché. » En vrai, la main invisible du marché, elle est assistée, supportée, c'est-à-dire qu'elle a un exosquelette qui est la politique publique, c'est-à-dire que vous enlevez la politique publique de l'État et de la région, en fait, la main invisible du marché, elle s'effondre. Et donc, à un moment donné, cette politique publique et cet argent public, il y a peut-être moyen de l'utiliser autrement aussi. Et donc là-dedans, et je bouclerai là-dessus, là où cette démarche d'assises est très importante et le travail engagé par le groupe Montagne est très intéressant aussi, c'est qu'en fait, on n'est pas seulement dans la contestation, parce qu'évidemment, ça a été aussi dit, j'imagine, il y a des contestations qui naissent, avec l'idée que, bien s'apercevoir que ce qui se passe, ça marche pas, quoi. Et en même temps, on a aussi des formes de contestation qui opposent l'homme et la nature, dans une vision très essentialiste, où finalement la nature serait pure, l'homme par essence corrompu, et donc le problème c'est l'homme, quoi. Et donc, clairement, vous imaginez bien, moi je suis pas trop d'accord avec ça, et c'est pas trop le projet des communistes, cette vision philosophique-là. En fait, clairement, du coup, on a besoin de donner de la perspective, justement, pour une démocratie humaine authentique, qui finalement, à la fois donne le pouvoir à l'ensemble de l'humanité, réellement, et pas juste à une minorité qui a pu faire du pognon et quitte à péter la planète et péter des vies, et casser nos territoires, mais du coup, une humanité qui maîtrise pleinement son interaction à l'environnement.
Là, on est dans une vision, ce qu'on a finalement, c'est ça l'enjeu de civilisation. C'est-à-dire que par un petit bout, qui n'est pas un petit bout pour les gens qui vivent et pour ceux qui sont autour, mais par, entre guillemets, un morceau, la question de la montagne, en fait, on voit bien qu'en tirant le fil, on s'aperçoit qu'on est sur des questions, la question, je dirais même, de civilisation actuelle de l'humanité. Quand on disait un vieux barbu, donc c'est la mode de débaptiser les places en ce moment, qui portait son nom, avait une belle phrase, il disait « Il est temps que l'humanité sorte de sa préhistoire ». Et il disait aujourd'hui, l'enjeu pour l'humanité, c'est de sortir de sa préhistoire et de prendre la pleine maîtrise de son environnement et de son intervention sur la planète. Et c'est comme ça, en fait, c'est le seul moyen d'avoir une logique d'harmonie, quelque part. L'homme a toujours travaillé son environnement, la question c'est pourquoi et comment, et le comment découle du pourquoi. Et en fait, le pourquoi, il faut qu'on le décide ensemble, c'est les besoins humains, et ça ne peut pas se faire, effectivement, au détriment, en fait, de cet environnement. Et donc, tout ça nous amène à la question de la construction d'un projet ambitieux, qui était, du coup, l'un des objectifs d'alimenter tout ça de ces assises, avec énormément d'interventions de grande qualité. Et donc là, je pense qu'effectivement, du coup, c'est important, et que derrière, je terminerai sur la perspective, maintenant notre boulot, à mon avis, de là où je parle, c'est-à-dire de dirigeants du parti, de départemental, modestement, ça va être de faire connaître ce travail, très largement, y compris, je livre une proposition qui est plus une proposition pratique, mais je pense que ça vaudrait peut-être le coup de réfléchir à organiser des rencontres en proximité dans ces espaces-là, tous ce qu'on appelle ces petits tiers-lieux, les petits cafés associatifs, les endroits où finalement, parce qu'on sait que c'est compliqué de faire venir, on le savait déjà en organisant cet événement, on va pas se mentir, qu'on n'allait pas mettre 300 personnes dans un amphi à Grenoble un week-end, les bergers sont dans les alpages, les agriculteurs ils sont sur le terrain, là on est un peu dans l'intersaison, donc il y en a qui partent aussi, il y a les vacances, voilà, on le sait très bien. Mais là on est dans le creuset où on fait, entre guillemets, avec le métal en fusion, quoi. Et donc derrière maintenant, l'enjeu je pense c'est d'aller diffuser tout ça, de travailler sur les supports qu'on va pouvoir diffuser, d'aller rencontrer, prolonger les échanges dans les territoires, dans ces territoires-là, parce que je suis persuadé, et tous les retours qu'on a sont que, en fait, il y a une attente et il y a y compris, il y a des discussions possibles. Là-dessus, il y aura, si j'ai bien compris, un numéro spécial de la revue progressiste. Du coup, je remercie par avance les camarades de la revue pour l'accompagnement sur ce dossier-là. Donc ça sera un outil. Et on aura aussi, effectivement, la synthèse des propositions pour aller percuter, faire un travail un petit peu plus, pour parler à l'ancienne, un petit peu plus de masse. Mais du coup, pas de travail de masse, en fait, sans travail en fait, de fond. Parce que sinon on en reste à des poncifs, ce qu'on entend 80% dans le débat politique, malheureusement c'est des phrases toutes faites, mais derrière c'est quoi le projet, quoi, et c'est concrètement comment ça se matérialise. Nous, cette démarche-là, elle n'est pas là-dedans, elle est justement d'aller au fond des sujets, pour derrière les traduire en projet politique et en mots d'ordre, et à les rassembler en fait toujours plus autour d'une perspective progressiste, pour finalement qu'on puisse toutes et tous profiter de nos montagnes et nos enfants et petits-enfants après nous. Merci.